Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, retour sur la rencontre bilatérale entre la Guinée équatoriale et Cuba. Le 29 septembre 2014, le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo a été reçu par le président Raúl Castro. Au menu des discussions, entre autres, le danger de l'expansion du virus Ebola en Afrique occidentale. Le Maroc veut redynamiser ses relations avec l'Afrique subsaharienne. C'est en ce sens qu'a été créé en février 2013 le Centre des études sahariennes. Il s'agit notamment d'encourager la recherche scientifique relative au Sahara. Et enfin, l'épidémie d'Ebola n'est pas encore vaincue en Guinée, où le virus a fait 648 morts sur 1074 cas. Le gouvernement effectue ce mercredi une journée de travail exceptionnelle consacrée à la fièvre hémorragique. Mais avant de développer ces titres, en Somalie, les troupes armées ont réussi à repousser les Chebabs des montagnes de Galgala. L'armée somalienne reprend le contrôle de la région, une zone tenue par les combattants Chebabs depuis plusieurs années. Rappelons que ces milices ont été poussées hors des grandes villes au cours des dernières années, mais contrôlent encore des petites villes dans certaines zones rurales du pays. Je vous le disais en titre, Cuba et la Guinée équatoriale renforcent leurs liens bilatéraux. Lors d'une visite officielle à Cuba, le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mbasogo, a été reçu par son homologue Raúl Castro. Serge Kofi, notre envoyé spécial à Cuba, a suivi cela pour nous. La Guinée équatoriale renforce ses liens de coopération avec la République de Cuba. Après l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État équato-guinéen s'est rendu à Cuba pour une visite de 3 jours. Parmi les temps forts de ce séjour cubain, la visite des centres d'intérêt scientifique et économique et le dépôt de fleurs au mausolée de José Martí. Homme politique, philosophe, penseur, journaliste et poète, il fut le fondateur du Parti révolutionnaire cubain. Ici à Cuba, José Martí est considéré comme un héros national, le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance sur le sol cubain. Un personnage atypique de la fin du 19e siècle que le président équato-guinéen a voulu célébrer et honorer. Un personnage comme José Martí, Un personnage comme José Martí, qui a donné les principaux idéaux d'une nation, doit réellement être un personnage immortel. Je pense que la révolution qu'il y a eu ici incarne aujourd'hui tous les Cubains. Actuellement, les Cubains sont des internationalistes et n'ont pas de frontières. Je crois que c'était là aussi les idéaux de José Martí. Le président Obiang Mbasogo est allé à la rencontre de Raúl Castro, chef de l'État cubain. Pendant une entrevue de près d'1 heure, les deux chefs d'État ont abordé différentes questions concernant la coopération bilatérale et le danger que représente l'expansion du virus Ebola dans les pays de l'Afrique occidentale. Siempre condenamos el bloqueo irracional de Cuba porque realmente ella no tiene razón. Nous avons condamné le blocus contre Cuba. Nous pensons que les États-Unis n'ont aucune raison de maintenir des sanctions contre la République cubaine. Quant à l'assistance, unilatéralement, Cuba nous a envoyé 15 médecins pour venir former les médecins équato-guinéens en ce qui concerne la prévention contre Ebola ici en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale et la République cubaine maintiennent d'excellentes relations diplomatiques. Près de 1000 Cubains vivent en Guinée équatoriale et opèrent dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. Triste nouvelle au Burkina Faso. Ama Arba Diallo est décédé ce mercredi. Il était député maire de Dori, également président du PDS Medba et ancien conseiller puis ministre des Affaires étrangères du président Thomas Sankara. Ama Arba Diallo a toujours été présent lors des dernières manifestations de l'opposition politique contre le Sénat et le référendum. Il était également de la délégation qui a rencontré récemment le chef de l'État dans le cadre du dialogue politique entre opposition et majorité. Le Maroc bénéficie des liens historiques, ancestraux avec les pays de l'Afrique subsaharienne. Pour raffermir ses relations, le royaume chérifien s'est doté d'un centre d'études sahariennes qui a pour objectif d'encourager la recherche scientifique relative au Sahara, comme nous l'explique Aminata Diak.
Le Maroc veut redynamiser ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Pour mieux répondre à cette ambition, le royaume chérifien a créé en février 2013 le Centre des études sahariennes relevant de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Mohamed V, Rabat, Agdal. L'institution vise à encourager la recherche scientifique relative au Sahara afin de contribuer à la préservation de la mémoire et à la réalisation de recherches appliquées. Le centre, c'est un centre universitaire. Il a 3 volets, il fait de la recherche, la formation et l'édition. L'édition, tout ce qui concerne le Sahara et aussi l'Afrique subsaharienne. On a commencé surtout ce volet patrimonial, donc on a enregistré un CD-ROM avec des groupes de la musique traditionnelle au Sahara. On a publié 10 ouvrages sur la poésie, sur des conférences, des anthropologues, des sociologues qui étaient invités par le centre, organisé des tables rondes sur la thématique relative au Sahara et même aussi à l'Afrique. On a invité des collègues mauritaniens et aussi d'autres collègues pour donner des conférences sur le rapport Maroc-Afrique. Même si les relations maroco-africaines ont été affectées par le départ du royaume chérifien de l'Union africaine en 1984, suite à l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique, territoire contesté, les 2 partenaires ont maintenu leur coopération bilatérale. Le Maroc a été toujours, comme a dit le feu Hassan II, ses racines sont en Afrique. Donc on n'a jamais oublié l'Afrique, on n'a jamais tourné le dos à l'Afrique. L'Afrique, elle est là. Le Maroc s'est retiré sans couper ses relations. Il a resté sur des relations bilatérales avec des pays africains. Il est toujours très dynamique dans ses relations avec l'Afrique et il n'a jamais quitté l'Afrique au sein de relations bilatérales. C'est vrai, il a quitté une organisation en attendant que la raison, donne raison au Maroc. Le Maroc organise ce vendredi 3 octobre à Rabat, la capitale, une journée d'études sur les relations maroco-africaines. Une occasion pour le pays de faire de l'Afrique subsaharienne un partenaire incontournable et de réaffirmer son attachement à la région. La mobilisation contre le virus Ebola s'intensifie. Les institutions politiques et les États se mobilisent pour endiguer ce fléau qui a fait plus de 3000 victimes. En Guinée, d'où est partie l'épidémie en 2013, le gouvernement a entamé ce mercredi une retraite exceptionnelle. Il s'agit ici de définir de nouveaux mécanismes pour coordonner les interventions dans la riposte contre Ebola. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement guinéen, Albert Damantin Camara. Le gouvernement a souhaité rencontrer ses partenaires au développement, ses partenaires techniques et financiers, afin d'évaluer ensemble l'impact de l'épidémie Ebola sur notre système sanitaire et sur notre économie et trouver ensemble les meilleures réponses possibles en tenant compte des contraintes budgétaires qui existent pour faire face à cette nouvelle donne. Et donc, il fallait voir à travers les interventions des uns et des autres ce qui avait déjà été fait et ce qui restait à faire et procéder éventuellement à une nouvelle répartition des ressources disponibles sur des secteurs clés prioritaires afin vraiment de venir à bout de cette épidémie tout en tenant compte de l'impact qu'il y a sur l'économie afin, lui, de l'amortir. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale n'est toujours pas connu au Gabon. Depuis la démission de Léon Nzouba, ce ministère reste vacant. Cette situation a conduit le chef de l'État gabonais à instruire le Premier ministre Daniel Anaondo à faire l'état des lieux des structures scolaires gabonaises. Le point sur cette tournée avec notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. À la tête d'une importante délégation, le Premier ministre gabonais Daniel Anaondo a visité durant le week-end plusieurs établissements secondaires de la capitale gabonaise et de ses environs. Lors de cette tournée marathon, le chef du gouvernement, spécialement mandaté par le président Ali Bongo Ondimba, a touché du doigt les réalités qui attendent les apprenants en cette nouvelle année académique 2014-2015. Une rentrée des classes qui a lieu dans un environnement lourd, sans ministre de l'Éducation nationale depuis 3 semaines, à la suite de la démission du patron de ce département, Léon Nzouba. Si le taux de scolarisation du Gabon fait partie des plus élevés en Afrique subsaharienne, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire dans ce secteur. L'État a travaillé, il y a des structures scolaires dans tous les quartiers, c'est le point positif. Malheureusement, tout n'est pas parfait, car nous avons rencontré un certain nombre de difficultés sur le terrain. Des difficultés qui ne sont pas seulement liées aux établissements, mais à l'environnement de ces établissements. Il y a des difficultés pédagogiques, difficultés d'infrastructure, de sécurité, d'équipement, même les problèmes d'hygiène. Je crois que nous allons engager le gouvernement à prendre rapidement des mesures pour résoudre ces différents problèmes.
Tour à tour, la délégation a visité les lycées Paul Ndjenjengonju, Diba Diba, Montalier, Jean-Hilaire Obameyege de Nzéayon, Jean-Baptiste Emmané Tougué de Siban et le lycée technique national Omar Bongo, entre autres. Dans tous ces établissements, les besoins et problèmes sont quasiment les mêmes. Insalubrité, insécurité, manque d'équipement et notamment de tables et de bancs. Les structures ne répondent plus à la capacité d'accueil des élèves. Nous n'avons pas à peu près moins de 6 000 élèves, mais il faut voir dans quelles conditions ces élèves travaillent, péniblement. Dans chaque classe, vous allez trouver des fois 120, des élèves, nous pouvons dire à même le sol, puisque 5 par banc. Les élèves ont regagné le chemin des classes le 29 septembre dernier sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement entend quant à lui résoudre au cas par cas les différents problèmes rencontrés. La nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale est toujours attendue au Gabon. Mais selon certains témoignages, personne ne veut hériter de ce département ministériel aux nombreux dossiers brûlants. Et enfin, direction l'Égypte qui regorge de trésors datant de l'époque des pharaons. Nous verrons, cela dit, que les fortes températures détériorent ces monuments. Et pour attirer de nouveau les touristes, les autorités ont entrepris des rénovations. Les précisions de Christelle Dayabaya. Réputée pour ses merveilles de la civilisation pharaonique, l'Égypte reste encore un des témoins privilégiés de cette époque à travers ses pyramides. Situés pour la plupart dans les déserts, ces édifices sont soumis à des températures extrêmes et aux effets néfastes du changement climatique. L'érosion côtière est la cause principale de l'effondrement de la pyramide égyptienne qui domine le nécropole de Saqqara à environ 20 km au sud-ouest du Caire. La partie la plus affectée est le sous-sol. Le principal problème se situe au niveau de la cave de la pyramide. Le sous-sol a été détruit. Les 4 faces de la pyramide ont été partiellement effondrées. En plus, la surface latérale a été endommagée. Un chantier de restauration a été entrepris depuis 2006, mais interrompu en février 2013. Cependant, les travaux qui doivent permettre de rénover la structure de la pyramide sont perçus par certains Égyptiens comme une destruction de l'authenticité de cette pyramide vieille de 4600 ans. Nous sommes à l'intérieur de la pyramide de Djoser. Il y a une énorme différence visuelle entre la partie de la pyramide qui a déjà été restaurée et le reste du monument. La partie qui a été restaurée donne l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle pyramide, ce qui va à l'encontre des normes internationales. Le projet de rénovation est à l'arrêt faute de moyens financiers, mais les autorités s'attendent à attirer à nouveau les touristes et les amateurs d'histoire une fois la fin des travaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.